Il fait encore presque nuit quand tu poses le pied sur les planches du navire, et la première chose que tu remarques, c'est que tout, sous toi, est vivant. Le bois bouge. Il ne reste pas immobile comme le plancher d'une maison, il monte et descend en respirant avec l'eau, il craque, il se plie d'une largeur de doigt à chaque vague qui passe le long de la coque. Et tu comprends tout de suite que ce vaisseau n'est pas une chose rigide posée sur la mer, mais une créature souple qui épouse les mouvements de l'océan plutôt que de leur résister. Tu te tiens à un montant de bois, le froid de l'aube te mord les mains, et autour de toi des hommes chargent les derniers ballots, des sacs de laine, des barils, des pierres lourdes qu'on descend au fond de la coque pour lester le navire et l'empêcher de chavirer. Le fjord est encore endormi, ses parois sombres montent de chaque côté vers un ciel qui pâlit à peine, et l'eau, sous la quille, est noire et lisse comme du métal poli. On largue les amarres sans grand mot. Il n'y a pas de fanfare, pas de cérémonie, seulement quelques ordres brefs, le glissement des cordages, et soudain le navire qui s'écarte de la rive et se met à glisser vers le large. Les rames sortent l'une après l'autre, plongent dans le noir, et tu sens le vaisseau bondir en avant à chaque coup, retenu un instant puis relancé, dans un rythme que les hommes connaissent par cœur et que leur corps suit sans même y penser. Tu regardes la terre s'éloigner, les toits de tourbe des dernières maisons, la fumée d'un feu qui monte droit dans l'air calme, et tu sais, comme le savent tous ceux qui partent, que rien ne garantit que tu reverras un jour ce rivage. C'est ainsi que commencent tous les voyages, à l'âge où nous sommes, il y a environ 1000 ans, dans ces terres du Nord d'où ces marins lancent leurs navires vers des horizons que personne, avant eux, n'avait osé franchir. Prends un moment pour laisser tes sens s'emplir de tout ce qui t'entoure, car un navire est un monde de sensations avant d'être une idée. Il y a d'abord les odeurs, fortes et mêlées, celle du goudron de pain dont la coque est enduite, lourde et résineuse, celle de la laine grasse de la voile et des vêtements, celle du sel qui imprègne tout, celle du bois mouillé, du poisson séché, des bêtes parfois, et par-dessus tout cela l'odeur vive et froide de la mer elle-même, qui te remplit la poitrine à chaque souffle. Il y a les bruits, le craquement régulier du bois qui travaille, le claquement de la voile quand le vent la prend, le glissement de l'eau le long de la coque, les cris des oiseaux de mer, et la voix des hommes qui se répondent. Il y a le contact, le bois rude et humide sous tes mains, le froid des embruns sur ton visage, le balancement qui ne cesse jamais et que tout ton corps finit par épouser. Tout cela compose la vie du marin, une vie de plein air et de pleine peau, où l'on est en contact permanent avec les éléments, sans aucun de ces murs derrière lesquels nous nous abritons d'ordinaire. Prends d'abord le temps de comprendre sous tes pieds ce qui te porte, car ce navire est l'une des plus belles inventions de son temps, le fruit de siècles de patience et d'erreurs corrigées. Tu pourrais croire que tous les navires de ces hommes du Nord se ressemblent, mais il n'en est rien. Celui qui te porte cette nuit est sans doute un Knorr, un navire de commerce, large et profond, trapu, fait pour porter de lourdes charges à travers le grand océan. Il est plus court et plus ventru que les longs navires de guerre dont tu as peut-être entendu parler, ce qu'on appelle parfois dracard dans les récits, ou plus justement l'anquipe, le navire long. Ces vaisseaux de guerre sont effilés comme des lames, bas sur l'eau, taillés pour la vitesse et pour glisser sans bruit jusqu'au rivage qu'ils viennent surprendre. Le Knorr, lui, ne cherche pas à surprendre. Il cherche à survivre à la haute mer, à porter des familles, des bêtes, des marchandises, du bois, des ballots de laine, à travers des étendues d'eau si vastes qu'aucun rivage n'y est visible pendant des jours entiers. Sa coque haute et large affronte la houle de l'Atlantique, et son ventre profond garde au sec, autant que possible, tout ce qu'il transporte. Regarde comment ce navire est bâti, car c'est là tout son secret. Si tu passes la main le long de sa coque, tu sens que les planches ne sont pas posées bord à bord, lisses, comme sur les bateaux que tu connais peut-être. Elles se chevauchent, chacune recouvrant un peu le bord de celle qui se trouve en dessous, comme les tuiles d'un toit ou les plumes d'un oiseau. On appelle cette manière de faire la construction à clin, et c'est elle qui donne au navire sa souplesse et sa force. Chaque planche, qu'on nomme un bordé, est fixée à sa voisine par des rivets de fer, et l'ensemble forme une peau de bois à la fois solide et capable de fléchir. Car c'est cela, le génie de ces constructeurs. Ils n'ont pas voulu d'une coque rigide qui se briserait sous les coups de la mer, mais d'une coque qui plie, qui travaille, qui ondule avec les vagues sans jamais rompre. Quand une grande lame soulève l'avant du navire, tu peux presque voir toute la coque se tordre un peu, et c'est ainsi qu'elle survit, en cédant juste assez pour ne pas casser. Au cœur de tout cela, il y a la quille, cette longue poutre unique qui court d'un bout à l'autre du navire, tout en bas, et qui en forme l'épine dorsale.
C'est sur elle que tout repose. C'est elle qui tient le vaisseau droit et lui permet de fendre l'eau sans déraper sur le côté quand le vent pousse de travers. Une bonne quille était taillée, autant que possible, dans un seul tronc de chêne, un arbre choisi pour sa longueur et sa droiture, car de sa solidité dépendait la vie de tous ceux qui montaient à bord. Le chêne, ce bois dur et dense, était précieux, et l'on cherchait des arbres dont les branches mêmes, naturellement courbées, fourniraient les pièces incurvées de la charpente, ces membrures qui s'écartent de la quille comme les côtes s'écartent d'une colonne vertébrale. Tout, dans ce navire, imite quelque chose de vivant, et lorsque tu poses la main sur ses flancs, tu touches en vérité une grande carcasse de bois, une bête patiente faite pour nager. Il faut que tu saches avec quel soin chaque planche de ce navire a été tirée du bois, car rien, ici, n'a été laissé au hasard. Les charpentiers de cette époque ne sciaient pas les troncs en travers du fil comme on le ferait aujourd'hui pour débiter des planches régulières. Ils fendaient le bois dans le sens des fibres, à l'aide de coins enfoncés dans le tronc, suivant les lignes naturelles que le chêne offrait, et de cette façon ils obtenaient des planches qui épousaient le grain du bois sans le trancher. Une planche ainsi fendue est bien plus souple et bien plus solide qu'une planche sciée, car ses fibres restent longues et continuent d'un bout à l'autre, et elles plient sans se rompre. C'est l'une des raisons pour lesquelles ces coques étaient si vivantes, si capables de fléchir sous la mer. D'un seul grand tronc, un charpentier habile tirait une longue rangée de planches minces, qu'il amincissait encore à l'herminette, cette hache au tranchant tournée de côté avec laquelle il sculptait le bois aussi finement qu'un menuisier travaille un meuble. Songe à la patience d'un tel travail, à ces mois passés, sans aucune machine, à façonner chaque pièce de la main et de l'œil, jusqu'à ce que tout s'ajuste comme les parties d'un même corps. Les planches une fois taillées, on les assemblait du bas vers le haut, en partant de la quille, chaque rangée chevauchant la précédente, et l'on fixait ce chevauchement par des rivets de fer. Un homme enfonçait le rivet de l'extérieur, un autre, à l'intérieur, posait sur la pointe une petite plaque de fer et rabattait le bout du clou dessus, à coups de marteau, pour le riveur solidement. Un navire pouvait demander des milliers et des milliers de ces rivets, et le fer, à cette époque, ne se trouvait pas aisément. Il fallait l'extraire avec peine, le forger longuement, et chaque clou représentait un travail considérable. Quand tu regardes la coque de l'intérieur, tu vois ces rangées de têtes de fer alignées le long des joints, et tu mesures la somme de labeur qu'a exigé la seule fixation des bordées. Ce navire n'est pas seulement un objet, c'est le fruit condensé du travail de tout un village, des bûcherons qui ont abattu le chêne aux forgerons qui ont battu le fer, des fileuses qui ont tissé la voile aux charpentiers qui ont assemblé le tout. Remarque aussi, à l'arrière du navire, du côté droit, cette large rame fixée au flanc, bien plus grande que les rames ordinaires, et que tient le marin qui dirige. C'est par elle que l'on gouverne le vaisseau, en la faisant pivoter pour orienter sa course. On l'a placée à droite, et de ce côté du navire, qui était celui du gouvernail, est venu, dit-on, le mot même qui désigne aujourd'hui dans bien des langues le côté droit d'un bateau. Celui qui tient cette rame de direction tient, en un sens, la vie de tous entre ses mains, car c'est lui qui maintient le cap, qui présente le navire de la bonne manière aux vagues, qui évite que la coque ne se mette en travers de la houle, ce qui pourrait la faire chavirer. Le barreur lie la mer sans cesse, sent dans son bras la pression de l'eau sur la rame, anticipe chaque grande vague, et corrige sans relâche la route. C'est un art qui ne se relâche jamais, et le barreur, sur une longue traversée, se relayait avec d'autres, car nul ne peut tenir cette vigilance des heures durant sans faiblir. Lève à présent les yeux vers ce qui te portera bien plus loin que les rames ne le pourront jamais. Au centre du navire se dresse un mât unique, fiché dans une pièce de bois massive au fond de la coque, et de ce mât pend une seule voile, large et carrée, faite de laine épaisse tissée serrée et souvent rayée de couleurs vives. Cette voile carrée est la grande force du navire en haute mer. Quand le vent vient de l'arrière ou de côté, on la déploie, et le vaisseau s'élance, porté par l'air, glissant sur des distances qu'aucun bras humain ne pourrait couvrir à la rame. Tisser une telle voile demandait un travail immense, des mois et des mois de labeur, tant de laine et tant de patience qu'on disait parfois qu'une voile coûtait aussi cher à fabriquer que la coque entière. Et quand le vent tombe, ou quand il souffle droit contre la route, alors on abaisse la voile, on sort les rames, et l'on revient à la force des bras, ce travail lent et dur qui fait avancer le navire mètre par mètre contre la volonté de la mer. Reste un instant sur cette idée de l'étanchéité, car elle décide, à elle seule, de qui survit et de qui se noie. Un navire de bois, fait de planches qui se chevauchent, n'est jamais parfaitement clos.
L'eau cherche toujours à entrer par le moindre interstice entre les bordées, et il faut sans cesse la repousser. Pour cela, les constructeurs glissaient entre les planches une matière souple, le plus souvent de la laine animale, parfois mêlée de poils ou de fibres végétales, qu'ils imprégnaient de goudron tiré du bois de pin chauffé sans flamme. Ce goudron noir et épais, qui sent fort et qui colle aux mains, scellait les joints, repoussait l'eau, protégeait le bois de la pourriture. On en enduisait la coque entière, dedans comme dehors, et c'est en partie pour cela que ces navires avaient cette teinte sombre, presque noire, et cette odeur de résine qui flotte autour de tout en ce moment même, mêlée à celle du sel et de la mer. Mais aucun calfatage n'est parfait, et l'eau finit toujours par s'infiltrer un peu, goutte à goutte, au fond de la coque. C'est pourquoi, à bord, il y a toujours quelqu'un qui écope, et tu comprendras vite que ce geste, monotone et sans fin, fait partie de la vie même du marin. Regarde encore comment l'équipage s'organise dans cet espace réduit, car un navire est un monde entier ramassé sur quelques pas de long. Il n'y a pas de banc fixe comme dans une barque ordinaire. Chaque rameur s'assoit sur son propre coffre de bois, un coffre qui lui appartient et où il range ses affaires, ses vêtements de rechange, ses outils, ses provisions personnelles. Ainsi, le siège de chacun est en même temps sa réserve et son trésor, et tout l'espace du navire est employé au mieux, sans rien gaspiller. Le long des flancs s'ouvrent les trous par lesquels passent les rames, et que l'on bouche, quand on navigue à la voile, pour empêcher l'eau d'entrer. Sur les navires de guerre, on accrochait parfois les boucliers le long du bordé, alignés, ce qui protégeait les hommes des embruns et offrait un beau spectacle à qui voyait approcher le vaisseau. Mais sur un navire de charge comme le tien, c'est l'espace pour la cargaison qui prime, et le ventre profond de la coque est rempli de tout ce qu'on emporte, calé, arrimé, recouvert de peau pour le garder au sec. L'équipage, sur un tel navire, n'est pas très nombreux, car il faut bien laisser de la place pour la charge. Quelques hommes suffisent à mener un navire de commerce à travers l'océan, alors qu'un grand navire de guerre pouvait porter des dizaines de rameurs, un pour chaque rame, et plus encore de guerriers. Mais qu'ils soient nombreux ou non, ces hommes formaient une communauté soudée, dépendant les uns des autres pour leur survie, car en mer nul ne peut s'en sortir seul. Celui qui rame mal épuise les autres. Celui qui néglige d'écoper met en danger tout le navire. Celui qui s'endort à la barre peut tous les perdre. Cette dépendance mutuelle créait entre les hommes d'un équipage un lien profond, fait de confiance et d'habitude, où chacun connaissait la place et le geste de l'autre, et où l'on se serrait les uns contre les autres, au sens propre, pour résister au froid des longues nuits. Tu fais partie, à présent, de cette petite communauté flottante, et ta vie dépend d'elle autant que la sienne dépend de toi. Le fjord s'ouvre enfin sur la mer libre, et tu sens aussitôt la différence. Tant que tu étais à l'abri des hautes parois, l'eau restait calme, mais voilà que le navire rencontre la première vraie houle de l'océan, et son mouvement change tout entier. Il ne glisse plus, il se soulève, monte le long du flanc d'une vague, marque une pause à son sommet, puis redescend de l'autre côté dans un long mouvement de balancier. Ton estomac se serre un peu à chaque descente, puis s'apaise, et peu à peu encore apprend à accompagner ce bercement au lieu de lutter contre lui. C'est ainsi qu'on devient marin, non pas en domptant la mer, ce qui est impossible, mais en accordant son propre corps au rythme de l'eau, jusqu'à ce que le roulis ne soit plus une menace mais une berceuse. Devant toi, l'horizon s'élargit, gris et sans bord, et la terre que tu as quittée n'est déjà plus qu'une ligne basse et sombre qui s'efface derrière la courbe du monde. Et maintenant que la côte disparaît, une question monte en toi, celle que tout voyageur de ces eaux a dû se poser. Comment, sans aucun instrument, sans cette aiguille aimantée qui montre le nord et que ces marins ne possèdent pas, comment trouvent-ils leur chemin sur une étendue d'eau où tout se ressemble, où il n'y a ni route, ni borne, ni repère? Car c'est là le plus stupéfiant dans l'histoire de ces hommes. Ils ont traversé le plus rude des océans, atteint des îles perdues à des centaines de lieues de toute terre, sans rien de ce que nous croyons indispensable pour s'orienter. Pas de boussole magnétique, pas de carte précise, pas d'instruments compliqués. Et pourtant ils savaient où ils allaient, et le plus souvent ils y parvenaient. Leur secret n'était pas un objet, mais un savoir immense et patient, accumulé au fil des générations, transmis de bouche à oreille, fait de 1000 observations du ciel, de l'eau et des bêtes. Le premier de leurs guides, le plus sûr quand il se montre, c'est le soleil. Le marin du Nord connaît la course du soleil dans le ciel mieux qu'il ne connaît son propre nom. Il sait par où il se lève, par où il se couche,
à quelle hauteur il monte au milieu du jour selon la saison, et de tout cela il tire sa direction. À midi, quand le soleil atteint son point le plus haut, il se trouve plein sud, et le marin tient son cap en gardant cette position en mémoire. Il sait aussi que plus on monte vers le nord, plus le soleil de midi reste bas sur l'horizon, et qu'en surveillant sa hauteur jour après jour, il peut deviner s'il dérive vers le nord ou vers le sud. C'est une forme de mesure de la latitude, faite à l'œil et à l'expérience, sans chiffre ni instrument, mais d'une justesse étonnante chez ceux qui l'ont pratiquée toute leur vie. Le secret, pour eux, était souvent de naviguer le long d'une même latitude, de garder le soleil de midi à la même hauteur, et de filer ainsi droit vers l'ouest ou vers l'est en sachant qu'on ne monterait ni ne descendrait sur la courbe du monde. Mais le soleil, dans ces mers du nord, se cache souvent. Le ciel s'y couvre de nuages bas et gris pendant des jours entiers, et l'on ne voit plus où se trouve l'astre qui guide. C'est ici qu'intervient une idée magnifique, dont je dois te dire d'emblée qu'elle reste une hypothèse, une possibilité que les savants discutent encore, et non une certitude. Les anciens récits, les sagas, parlent d'une chose qu'on nomme la pierre de soleil, un cristal qui, dit-on, permettait de retrouver la position du soleil même à travers les nuages. On pense, si cette pierre a vraiment existé et servi à cela, qu'il s'agissait peut-être d'un cristal transparent que l'on trouve en Islande, une variété de calcite qu'on appelle le spat d'Islande, et qui possède une propriété étrange. Quand la lumière du ciel le traverse, ce cristal la dédouble et révèle quelque chose d'invisible à l'œil nu, une trame cachée dans la lumière diffuse du ciel, qui change selon la direction du soleil. En tournant le cristal et en observant comment cette lumière se modifie, on pourrait, en théorie, retrouver la direction de l'astre caché derrière les nuages, et donc rétablir son cap. C'est une idée séduisante, et des expériences ont montré qu'elle pourrait fonctionner. Mais il faut rester honnête. On n'a pas la preuve certaine que ces marins l'utilisaient ainsi, et la pierre de soleil demeure, pour l'instant, une belle énigme suspendue entre la légende et la science. On a même imaginé que ces marins disposaient peut-être d'un instrument simple pour mesurer la hauteur du soleil et garder leur latitude, une sorte de planche ronde marquée de repères, plantée d'une tige en son centre, qu'on aurait posée dans un récipient d'eau pour qu'elle se tienne bien à plat. À midi, l'ombre de la tige tombait sur la planche, et plus le soleil montait haut, plus cette ombre était courte. En notant, jour après jour, la longueur de l'ombre de midi, le marin aurait pu savoir s'il restait sur sa route ou s'il dérivait vers le nord ou vers le sud. Là encore, je dois te dire la vérité. Nous n'avons pas de preuves certaines qu'un tel instrument ait existé et servi ainsi, et les savants en discutent. C'est une reconstruction, une idée plausible fondée sur quelques indices fragiles, et non une chose démontrée. Mais elle dit bien dans quel esprit ces hommes naviguaient, attentifs à la moindre régularité du ciel, capables de tirer une direction d'une ombre, d'une lueur, d'un angle, là où nous ne verrions rien. Comprends bien, d'ailleurs, comment se déroulait une longue traversée vers l'ouest, car cela éclaire toute leur manière de faire. Plutôt que de viser directement un point lointain, ce qui était presque impossible sans instrument précis, le marin remontait ou descendait d'abord le long de sa propre côte jusqu'à atteindre la latitude de l'endroit où il voulait se rendre. Une fois à la bonne hauteur, c'est-à-dire une fois que le soleil de midi se tenait à la hauteur qu'il fallait, il tournait franchement vers l'ouest et filait droit, en gardant cette hauteur du soleil constante jour après jour. Tant que l'astre de midi gardait la même élévation, le marin savait qu'il ne déviait ni vers le haut ni vers le bas de la grande courbe du monde, et qu'il finirait, en allant tout droit, par rencontrer la terre qu'il cherchait. C'était une navigation par parallèle, une manière de suivre une ligne invisible tracée à la même hauteur autour du globe, et elle exigeait moins d'instruments que de constance et de patience. On filait vers le couchant, des jours durant, en corrigeant sans cesse pour rester sur sa ligne, jusqu'à ce qu'enfin paraisse, à l'horizon, le but du voyage. Quand ni le soleil ni aucune pierre ne suffisent, le marin se tourne vers le vivant, et d'abord vers les oiseaux. Les oiseaux de mer sont pour lui des compagnons et des messagers. Il sait que certains d'entre eux ne s'éloignent jamais beaucoup des côtes, et que les voir voler en nombre, dans une direction constante, le matin et le soir, peut indiquer qu'une terre n'est pas loin, car ces oiseaux regagnent le rivage pour y dormir et le quittent au lever du jour pour pêcher. On raconte même, dans les vieux récits, que les marins emportaient parfois des corbeaux à bord, et qu'en haute mer, ne sachant plus où se trouvait la terre, ils en lâchaient un. Si l'oiseau s'élevait, tournait, puis revenait se poser sur le navire, c'est qu'il n'avait vu aucune terre où se poser.
Mais s'il filait droit dans une direction sans revenir, alors le marin savait qu'une côte se trouvait par là, et il mettait le cap dans le sillage de l'oiseau. Vrai ou embelli par les conteurs, ce récit dit quelque chose de juste sur l'art de ces hommes. Ils lisaient le monde vivant comme un livre, et chaque vol d'oiseau était pour eux une ligne de ce livre. Et il n'y a pas que les oiseaux. Le marin attentif lit aussi la mer elle-même, sa couleur, sa température, son mouvement. Il sait que l'eau du large, profonde et froide, n'a pas la même teinte que l'eau plus claire et plus verte des hauts fonds proches d'une côte. Il sait reconnaître, à la surface, ces traînées de débris, ces brins de bois, ces algues arrachées, qui dérivent depuis une terre et trahissent sa présence quelque part en amont du courant. Il sent, sous la coque, le rythme de la houle, et il a appris que les grandes ondulations de l'océan gardent longtemps la mémoire de la direction d'où le vent les a lancées, si bien qu'en observant l'angle sous lequel elles frappent le navire, il devine sa propre direction même quand le ciel est entièrement bouché. La houle devient alors une sorte de grande route invisible, régulière, sur laquelle il sait lire son cap. Et quand deux trains de houle se croisent, l'un venu d'un horizon, l'autre d'un autre, leur entrecroisement dessine sur l'eau un motif que l'œil exercé sait déchiffrer comme on déchiffre une carte. Il y a même les baleines, qui font partie de ce savoir de la mer. Le marin sait où, à quelle saison, ces grands animaux se rassemblent pour se nourrir, et leur présence en certains lieux lui dit quelque chose des courants, des eaux riches, des parages où ils se trouvent. Voir surgir au loin le souffle d'une baleine, ce jet d'embrun qui monte droit dans l'air froid, n'est pas seulement un spectacle, c'est un signe, une indication de plus dans la grande lecture du monde que pratique celui qui mène le navire. Rien, pour lui, n'est insignifiant. La couleur d'un nuage à l'horizon, qui peut trahir la présence d'une terre ou de glace en le teintant d'un reflet particulier, le vol d'un insecte égaré loin du large, la manière dont la lumière joue sur l'eau, le goût même du vent, tout cela compose un savoir total, une intelligence de la mer qui ne se trouve dans aucun livre et qui ne s'apprend qu'en passant sa vie sur l'eau, aux côtés de ceux qui savent déjà. Maintenant que tu sais comment le navire trouve sa route, laisse-moi te dire comment on vit à son bord, car ce n'est pas un voyage de confort. Sur beaucoup de ces navires, et sans doute sur celui qui te porte, il n'y a pas de pont couvert, pas de cabine, pas d'abri où se réfugier. Tu es à l'air libre, exposé au ciel et à la mer, du départ jusqu'à l'arrivée. Le jour, le vent ne cesse jamais, il te traverse, il te glace les os, et les embruns, ces fines gouttes d'eau salée arrachées au sommet des vagues, te retombent sans répit sur le visage et les mains, jusqu'à ce que tout ton corps soit humide et froid d'un froid qui s'installe et ne s'en va plus. Il n'y a pas de feu à bord, ou presque jamais, car le feu et le bois goudronné ne font pas bon ménage en pleine mer. Alors on mange froid, on dort froid, on vit froid, et l'on apprend que la chaleur est une chose précieuse qu'on garde en soi, blotti contre les autres, enveloppé dans tout ce qu'on possède de laine et de peau. La nuit, quand vient le moment du repos pour ceux qui ne sont pas de quart, tu te glisses dans un sac de couchage fait de peau de bête, cousu pour garder la chaleur et repousser l'humidité. Ces sacs étaient précieux, et l'on dit que deux marins partageaient parfois le même, dormant l'un contre l'autre pour ne pas perdre leur chaleur. Tu t'allonges au fond de la coque ou contre un ballot de marchandises, le bois dur sous ton dos, le mouvement de la mer te berçant, et au-dessus de toi le ciel immense, parfois clair et criblé d'étoiles, parfois noir et fermé. Le navire grince autour de toi, l'eau clapote contre la coque à quelques doigts de ton oreille, séparé de toi par la seule épaisseur d'une planche, et tu t'endors dans ce bercement en sachant que sous toi, sous cette mince paroi de bois, s'ouvrent des profondeurs noires et glacées où nul homme ne pourrait survivre. C'est une étrange façon de dormir, suspendu entre le ciel et l'abîme, confiant à vie à quelques planches de chêne et au savoir de ceux qui veillent. La nourriture, à bord, est de celle qui se garde longtemps sans pourrir, car il n'y a aucun moyen de cuisiner ni de conserver au frais autrement que par le froid de l'air. On emporte du poisson séché, durci par le vent jusqu'à devenir dur comme du bois, qu'on doit longuement mâcher pour l'amollir. On emporte de la viande salée, du pain plat et sec, des céréales, parfois du beurre conservé dans le sel ou enfoui d'une manière qui le garde mangeable des mois durant. On emporte aussi, quand on le peut, ce lait fermenté épais et acide qu'on appelle le skyr, nourrissant et qui se conserve mieux que le lait frais. On boit de l'eau, recueillie aux escales, et qui devient vite saumâtre dans les barils, ou bien de la bière, qui se garde un peu mieux. Ce ne sont pas des festins. C'est de quoi tenir, de quoi donner au corps la force de ramer, d'écoper, de résister au froid, jour après jour,
pendant les longues semaines que peut durer une traversée. Et tu apprends vite que la faim et le froid sont les vrais compagnons du marin, plus constants encore que la mer. Et puis il y a le travail, qui ne cesse jamais. Quand le vent porte et que la voile est déployée, le navire avance presque seul, et l'on peut souffler un peu. Mais quand le vent tombe, ou quand il faut manœuvrer, alors on rame, et ramer sur ces navires n'a rien d'une promenade. C'est un effort de tout le corps, répété 1000 et 1000 fois, les mains qui se durcissent et saignent sur le bois des rames, le dos qui brûle, les épaules qui tirent, dans un rythme que tout l'équipage tient ensemble, car une rame qui faute brise l'élan de toutes les autres. Et même quand on ne rame pas, il y a toujours l'eau à écoper. Elle s'infiltre sans cesse au fond de la coque, par les joints, par les embruns, par les vagues qui passent parfois par-dessus bord, et si on la laisse monter, le navire s'alourdit, s'enfonce, et finit par se perdre. Alors on écope, à tour de rôle, à l'aide de seaux ou d'écopes de bois, dans un geste sans fin, courbé au fond du navire, vidant l'eau qui revient toujours. C'est un travail ingrat et vital, et celui qui le néglige met en danger la vie de tous. Et puis il y a la longueur du temps, qui est une épreuve à part entière. Une traversée de l'océan ouvert pouvait durer des jours et des jours, parfois une semaine ou davantage, sans qu'on aperçoive la moindre terre, sans que rien ne change dans le décor, sinon la couleur du ciel et l'humeur de la mer. Imagine cette monotonie, ce temps qui s'étire, où chaque journée ressemble à la précédente, où l'on guette l'horizon vide en se demandant si l'on tient toujours le bon cap, si la terre finira par paraître, si l'on n'a pas dérivé sans le savoir. L'eau douce, dans les barils, devenait peu à peu saumâtre et mauvaise, et il fallait l'aménager, car nul ne savait combien de jours encore durerait la mer. La nourriture lassait, toujours la même, sèche et salée. Le froid et l'humidité ne lâchaient jamais. Et dans cette attente sans fin, il fallait garder l'esprit ferme, ne pas céder au découragement, faire confiance à celui qui menait le navire et au savoir des anciens. C'est peut-être là, dans cette patience obstinée plus que dans les coups de force, que se mesurait vraiment l'âme du marin, dans cette capacité à endurer le vide et l'attente, jour après jour, sans perdre courage. Il faut aussi que tu saches que ces marins ne prenaient pas la mer en toute saison. L'hiver, dans ces eaux du nord, l'océan devient si terrible, les tempêtes si fréquentes, les nuits si longues, qu'on évitait autant que possible de naviguer. Les grands voyages se faisaient dans la belle saison, quand les jours s'allongent, quand la mer s'adoucit un peu, quand le soleil monte assez haut pour guider. Et dans ces hautes latitudes du nord, l'été apporte une merveille particulière, ces nuits qui ne sont jamais tout à fait noires, où le soleil se couche à peine et où une longue lueur demeure à l'horizon jusqu'à ce qu'il se relève. Naviguer sous ce ciel pâle et persistant, dans cette clarté douce qui ne s'éteint pas, avait quelque chose d'irréel et d'apaisant, et c'est sans doute dans ces nuits claires que les marins trouvaient leurs heures les plus sereines, portés par une mer enfin calme sous un ciel qui ne s'assombrissait jamais tout à fait. Il y a pourtant, dans cette vie rude, des heures de grâce dont il faut te parler aussi, car elles font partie du voyage autant que les peines. Vient parfois un jour où le vent souffle juste comme il faut, régulier, ni trop fort ni trop faible, et où la voile se gonfle et tire le navire sans qu'on ait à toucher à rien. Alors les rames reposent, l'écope se tait un moment, et l'équipage peut goûter un répit. Le navire file sur une mer assagie, la coque chuinte en fendant l'eau, et le seul bruit est celui du vent dans la voile et du sillage qui s'ouvre derrière la poupe. Tu t'assois contre ton coffre, le visage tourné vers le large, et tu manges un morceau de poisson séché en regardant la lumière jouer sur les longues ondulations de l'océan. Peut-être un compagnon fredonne-t-il un air ancien, ou raconte-t-il une histoire de voyage passé, de terre entrevue, de tempête survécue. Ce sont des moments simples, mais d'une douceur que seul connaît celui qui a souffert du froid et de la peur, et que ce répit récompense. La mer, pour quelques heures, se fait allier, et l'on oublie presque qu'elle pourrait, demain, vouloir te prendre. Mais la mer du Nord ne reste pas longtemps clémente, et il faut que tu connaisses aussi son autre visage, celui qui fait trembler même les plus aguerris. Cela commence souvent par un changement dans le ciel, une teinte plus dure à l'horizon, un vent qui forcit, des nuages qui s'amoncellent et s'assombrissent. Les vagues grossissent, leurs crêtes se mettent à blanchir d'écume arrachée par le vent, et bientôt le navire ne glisse plus, il escalade des pentes d'eau de plus en plus hautes et plonge dans des creux de plus en plus profonds. On abaisse la voile en hâte, ou on la réduit, car le vent menace de la déchirer ou de coucher le navire. Et l'on se prépare à tenir, simplement à tenir, car contre une vraie tempête en plein océan,
il n'y a rien d'autre à faire qu'endurer. La pluie et les embruns te fouettent le visage au point que tu ne vois plus rien. L'eau passe par-dessus bord à chaque grande lame et s'engouffre au fond de la coque, et tout l'équipage écope sans relâche, dans une lutte épuisante contre l'eau qui revient toujours, car laisser le navire s'alourdir serait se condamner. Au plus fort de la tourmente, le monde se réduit à quelques gestes répétés dans le chaos. Le barreur, cramponné à sa rame de direction, lutte pour garder le navire face aux vagues, car si la coque se mettait en travers, une seule lame pourrait la retourner. Les autres écopent, retiennent la cargaison qui glisse, se cramponnent à tout ce qui tient. Le bois gémit, crie, se tord sous les coups de l'eau, et tu sens, dans ce gémissement, toute la souplesse de la coque mise à l'épreuve, ce travail de chaque planche qui plie sans rompre et qui, seul, te sépare de l'abîme. Il n'y a plus de jour ni de nuit, plus de temps qui passe, seulement la vague suivante, et celle d'après, et l'eau à vider, et le froid qui transperce tout. C'est dans ces heures que se jouait le sort des voyages, et c'est de ces heures que beaucoup ne sont jamais revenus. Mais quand la tempête, enfin, faiblit, quand le vent retombe et que la houle s'apaise, et que le navire est toujours là, entier, flottant sous un ciel qui s'éclaircit, alors monte dans le cœur de l'équipage une joie grave, profonde, la joie d'avoir, une fois de plus, échappé à la mer. Maintenant que tu connais le navire et la vie qu'on y mène, regarde la grande carte des mers du Nord, ces routes que ces marins ont ouvertes une à une, en poussant chaque fois un peu plus loin dans l'inconnu. Depuis leur terre de Scandinavie, ils ont d'abord gagné des îles proches, puis, de proche en proche, ils ont sauté d'archipel en archipel à travers l'Atlantique Nord, suivant une chaîne de terre comme on suit des pierres pour traverser une rivière. Ils ont atteint des îles battues par le vent que l'on nomme les Féroé, perdues entre ciel et eau, où le vert des prairies tombe à pic dans la mer. Puis, plus loin encore vers le nord-ouest, ils ont trouvé une grande île de feu et de glace, l'Islande, avec ses volcans, ses sources chaudes et ses vastes étendues désertes, et ils s'y sont installés, y fondant une société qui durerait des siècles. Chacun de ces sauts représentait des jours de mer sans aucune terre en vue, à se fier au soleil, aux oiseaux, à la houle, à tout ce savoir patient dont je t'ai parlé. Imagine ce qu'a pu être l'arrivée à l'Islande, pour les premiers qui l'atteignirent. Après des jours de mer ouverte, sans aucune terre, à se fier au soleil et aux oiseaux, voir enfin surgir à l'horizon les hautes silhouettes des montagnes, parfois couronnées de neige, parfois fumant de la vapeur des sources chaudes ou du feu des volcans, dut être un saisissement profond. C'était une terre neuve, vide d'hommes ou presque, où tout restait à bâtir. Les colons y débarquèrent leurs bêtes, moutons, vaches, chevaux, déchargèrent le bois de construction qu'ils avaient emporté, car l'île en manquait, et se mirent à édifier des fermes de tourbes et de pierres, basses et longues, faites pour résister au vent et garder la chaleur. Ils s'organisèrent, se partagèrent les terres, instituèrent des lois et des assemblées où l'on réglait les différends, et firent ainsi naître, sur cette île au bout du monde, une société entière, avec ses chefs, ses poètes, ses conteurs. C'est en grande partie là, en Islande, que furent plus tard mises par écrit les sagas, ces longs récits où se conserve la mémoire de ces temps, et c'est à elles que nous devons une bonne part de ce que nous croyons savoir de ces marins et de leurs voyages. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Et depuis l'Islande, certains ont poussé plus loin encore vers l'ouest, jusqu'à une terre immense et glacée qu'on a nommée, peut-être pour attirer les colons, d'un nom qui évoque la verdure, le Groenland. Là, sur des bandes de côtes épargnées par la glace, des familles se sont établies, élevant des bêtes, chassant le phoque et le morse, vivant à la limite extrême du monde habité, à des semaines de mer de toute autre terre peuplée. Vivre là demandait un courage que nous avons peine à imaginer, car le moindre navire perdu, la moindre récolte manquée, pouvait condamner toute une colonie. Et pourtant ils ont tenu, des générations durant, accrochés à ces rivages au bout du monde, reliés au reste de l'humanité par le seul fil fragile de ces navires de bois qui, chaque saison, affrontaient l'océan pour leur apporter le bois, le fer et les nouvelles dont il manquait. Il faut bien que tu te représentes ce qu'était un navire de colons, car ce n'était pas un équipage de guerriers, mais un foyer entier qui prenait la mer. Sur un knorr comme celui qui te porte partaient des familles complètes, des hommes et des femmes, des enfants, des vieillards parfois, et avec eux tout ce qu'il fallait pour recommencer une vie ailleurs. On embarquait des bêtes vivantes, des moutons, des chèvres, parfois une vache ou un cheval précieux, attachés au fond de la coque, ballottés par la houle, qu'il fallait nourrir et apaiser tout au long du voyage.
On chargeait des outils, des semences, des étoffes, des ustensiles, le bois même dont on rebâtirait sa maison là-bas, et souvent les montants sculptés du siège d'honneur de l'ancienne demeure, qu'on emportait comme n'emporte une part de son âme. Songe à ce que cela demandait de courage, de partir ainsi, femme et enfants à bord, vers une terre qu'on n'avait jamais vue, sur une coque ouverte, à travers le plus dur des océans, sans savoir si l'on atteindrait jamais l'autre rive. Ce ne sont pas seulement des marins qui ont peuplé ces îles lointaines, ce sont des familles qui ont tout risqué pour une vie nouvelle, et c'est leur audace tranquille, plus encore que celle des guerriers, qui força les portes de l'Atlantique. Imagine une de ces femmes, debout à l'avant du navire, son enfant serré contre elle sous un pêne de laine, regardant l'horizon vide où doit un jour paraître la terre promise. Elle a quitté sa maison, ses morts, tout ce qu'elle connaissait, elle porte en elle, autant que les hommes qui rament, le poids et l'espérance de ce départ. Ce sont des gens comme elle qui ont fait vivre ces colonies du bout du monde, qui ont élevé des enfants, tissé la laine, traité le lait en skyre et en fromage, gardé les feux et les coutumes, pendant que les navires repartaient affronter la mer. L'histoire retient souvent les pillards et les rois, mais ce sont ces vies obscures et patientes qui ont vraiment habité ces terres, et sans elles les grands voyages n'auraient été que des passages sans lendemain. Et même le Groenland n'a pas été le dernier pas. Depuis ces colonies de l'extrême ouest, quelques navires ont poussé plus loin encore, et ont touché une terre nouvelle, par-delà l'océan, une côte couverte de forêts et de prairies qu'ils ont appelée, dit-on, le Vinland, la terre du vin ou des pâturages. Cette terre, nous le savons aujourd'hui avec assez de certitude, faisait partie du continent qui s'étend de l'autre côté de l'Atlantique, ce que nous appelons l'Amérique. À la pointe nord d'une grande île, en un lieu qu'on nomme aujourd'hui l'Anse aux Midoses, on a retrouvé les traces d'un campement bâti par ces voyageurs venus du nord de l'Europe, des restes de maisons de tourbe, des objets, des preuves indéniables qu'ils avaient bel et bien atteint ce rivage, des siècles avant que d'autres navigateurs ne traversent à leur tour cet océan. Songe à cela un instant. Ces hommes et ces femmes, partis sur des coques de bois, sans carte ni boussole, ont franchi tout l'Atlantique Nord et posé le pied sur un autre continent. Un exploit dont ils n'ont peut-être même pas mesuré la grandeur, et dont la mémoire faillit se perdre tout à fait. Les sagas racontent que ces voyageurs trouvèrent là une terre riche, couverte de bois, où l'herbe poussait drue, où les rivières regorgeaient de poissons, une terre bien plus accueillante, par sa douceur, que le Groenland glacé qu'ils avaient quitté. Ils y séjournèrent, y bâtirent leur campement, en explorèrent les alentours. Mais ils n'y restèrent pas. Les récits parlent de rencontres avec les peuples qui habitaient déjà ces contrées, des peuples installés là depuis bien longtemps, et de rapports qui tournèrent au conflit. Trop peu nombreux, trop loin de tout secours, à des semaines de mer de la moindre colonie de leur monde, ces voyageurs venus du Nord ne purent ou ne voulurent pas s'établir durablement sur cette côte lointaine. Ils repartirent, et le Vinland resta, pour les leurs, une histoire que l'on se racontait, à demi-légende, à demi-souvenir, le récit d'une terre entrevue au bout du monde et que l'on n'avait pas su garder. Il fallut attendre des siècles, et les fouilles des savants de notre temps, pour que l'appel vienne confirmer ce que les vieux récits avaient gardé, et prouver que ces marins avaient vraiment touché ce rivage. Arrête-toi un instant sur ce que cela dit de ces gens. Ils n'avaient ni la richesse, ni le nombre, ni les moyens des grandes puissances qui, bien plus tard, traverseraient les océans avec des flottes entières. Ils n'avaient que leurs navires de bois, leur savoir de la mer, et une audace presque démesurée. Et avec cela seul, partant de petites fermes accrochées à des fjords glacés, ils ont reconnu et relié, l'une après l'autre, presque toutes les terres de l'Atlantique Nord, des îles d'Europe jusqu'au seuil d'un autre monde. C'est l'une des plus belles aventures de l'histoire humaine, et elle s'est jouée sur des coques semblables à celles qui te portent cette nuit, menées par des hommes qui dormaient comme toi au fond d'un navire, sous les étoiles, en se demandant ce que cacherait l'horizon au matin. Mais ne crois pas que tous ces voyages étaient de paisibles entreprises de découverte. Ces marins prenaient la mer pour bien des raisons, et le commerce n'était que l'une d'elles. Sur les navires de charge comme celui qui te porte, on transportait des marchandises d'un bout à l'autre du monde connu, des fourrures, de l'ivoire de morse, des cordages, du poisson séché, de la laine, et l'on rapportait en échange du métal, du grain, du vin, des étoffes, de l'argent, tous ces biens que les terres du Nord ne produisaient pas. Ces hommes étaient de grands marchands, tissant un réseau d'échanges qui s'étendait sur des distances prodigieuses, reliant des contrées qui s'ignoraient. Mais les mêmes peuples, sur leurs navires de guerre effilés et rapides, menaient aussi des raids,
fondant sans prévenir sur des côtes lointaines, pillant les villages et les lieux saints, emportant des richesses et parfois des captifs. Le marchand et le pillard étaient souvent les mêmes hommes, ou du moins venaient du même monde, et l'on ne peut comprendre cette époque sans tenir ensemble ces deux visages, celui de l'audace commerçante qui ouvrait des routes et celui de la violence qui terrifiait les rivages. Songe à la prodigieuse étendue de ce réseau d'échanges, car elle dépasse tout ce qu'on imaginerait de gens venus de si petite terre. Leur route ne s'arrêtait pas à l'océan du Nord. Par les grands fleuves de l'Est, à bord de navires plus légers qu'on portait au besoin d'un cours d'eau à l'autre, certains descendaient vers le sud, vers des mers lointaines et des cités riches, et y portaient les fourrures et les biens du Nord pour en rapporter de l'argent, des soieries, des épices, des objets venus de contrées si éloignées qu'on en connaissait à peine le nom. On a retrouvé, dans les tombes et les trésors de ces terres du Nord, des pièces de monnaie frappées à l'autre bout du monde connu, des perles de verre venues de loin, des objets qui avaient voyagé sur des milliers de lieues avant d'échouer là. C'est dire combien ces gens, qu'on imagine parfois comme de simples guerriers, étaient avant tout des voyageurs et des marchands, reliant par leurs navires des mondes qui s'ignoraient, faisant circuler les biens, les techniques et les idées d'un bout à l'autre de leur univers. Mais il faut aussi nommer la part sombre de ce commerce, sans la farder. Parmi les marchandises que portaient ces navires, il y avait des êtres humains. Les raids ne rapportaient pas que de l'or et des objets précieux. Ils rapportaient des captifs, arrachés à leur village, réduits en servitude, vendus comme on vendait les fourrures et le grain. Le commerce des esclaves était l'une des grandes affaires de cette époque, et une source de richesse considérable pour ceux qui le pratiquaient. Je ne te dis pas cela pour assombrir le voyage, mais parce que la vérité de ce temps comprend cette ombre, et qu'on ne saurait l'oublier. Ces marins étaient des hommes de leur époque, capables de la plus haute audace comme de la plus dure cruauté, et le même navire qui portait des familles vers une terre neuve pouvait, une autre saison, ramener des captifs enchaînés. Garde en mémoire cette complexité, car elle est le vrai visage de l'histoire, qui n'est jamais ni tout à fait belle ni tout à fait noire. Et pourtant, par-delà la violence et le négoce, il y avait aussi, chez beaucoup, une fin plus pure, celle de voir ce qu'il y avait au-delà. Pourquoi, sinon, se lancer vers le Groenland glacé, ou plus loin encore vers le Vinland inconnu, là où il n'y avait ni riche cité à piller ni grand marché où trafiquer. Il y avait, chez ces gens, un désir de terre nouvelle, un goût du large, une volonté de trouver un lieu à soi, d'échapper peut-être à un roi trop dur ou à un pays trop plein, et de recommencer ailleurs, plus libre. C'est ce désir-là, autant que l'appât du gain, qui poussa leurs navires toujours plus loin vers l'ouest, et qui fit d'eux, sans qu'ils le sachent, les premiers à relier tant de rivages épars. L'âme de ces voyages tient dans cette tension, entre le besoin et le rêve, entre ce qu'on fuyait et ce qu'on cherchait. Pourtant, quel que fût le but du voyage, commerce ou raid, exploration ou colonie, tous partageaient le même ennemi, le même danger immense, contre lequel ni le courage ni l'habileté ne pouvaient grand-chose. La mer elle-même. Car cet océan que ces marins traversaient avec tant d'audace est l'un des plus durs du monde, et ils ne pardonnaient pas. Une traversée pouvait commencer sous un ciel clément et finir dans la fureur d'une tempête surgie en quelques heures, transformant la houle régulière en montagne d'eau qui s'écroulait sur le navire. Sur une coque ouverte, sans pont pour s'abriter, sans aucun moyen d'appeler à l'aide, pris dans une tempête en plein océan, l'équipage ne pouvait plus qu'écoper sans relâche, tenir le cap autant que possible, et espérer. Beaucoup de navires partaient ainsi et ne revenaient jamais. Ils disparaissaient quelque part entre deux rivages, engloutis par une vague, brisés sur des récifs invisibles, ou simplement perdus, dérivant jusqu'à ce que le froid, la faim et l'épuisement aient raison de ceux qui les montaient. C'est une vérité qu'il faut regarder en face, car elle donne tout son poids à ce voyage que tu fais cette nuit. Beaucoup ne revenaient pas. Pour chaque navire qui atteignait sa destination et rentrait chargé de richesses et de récits, il y en avait d'autres dont on n'entendait plus jamais parler, partis un matin du fjord et jamais revenus, laissant derrière eux des familles qui guettaient l'horizon, saison après saison, un retour qui ne viendrait pas. Dans ces communautés du Nord, presque chaque foyer avait perdu quelqu'un à la mer, un père, un frère, un fils, un époux, avalé par cet océan qui donnait tant et reprenait tant. Et c'est pourquoi ces marins, si rudes et si hardis qu'ils fussent, vivaient dans une intimité constante avec la mort, et avaient bâti, autour de la mer, tout un monde de croyances, de dieux et de récits, pour donner un sens à cette puissance qui tenait leur vie entre ses mains. Car la mer, pour eux, n'était pas une étendue d'eau indifférente. Elle était habitée,
animée, peuplée de présences puissantes et capricieuses qu'il fallait respecter et redouter. Il y avait un dieu de la mer favorable, qu'on nommait Nior, lié au rivage, au vent propice, à la pêche abondante et à la richesse qui vient de l'eau. C'était à lui qu'on songeait quand la mer était bonne, quand le vent portait et que les filets se remplissaient, lui le protecteur des marins et des marchands, celui dont la faveur faisait le voyage heureux et les retours chargés de biens. On l'honorait, on l'invoquait au départ, on espérait sa bienveillance pour toute la durée du voyage, car on savait que sa faveur ou son indifférence pouvait faire toute la différence entre revenir et se perdre. Mais il y avait aussi un autre visage de la mer, plus sombre et plus terrible. On parlait d'un être puissant des profondeurs, qu'on appelait Taïgir, le maître des grandes eaux, dans la demeure duquel se tenaient parfois, disait-on, les festins des dieux. Et à ses côtés, plus redoutable encore pour les marins, il y avait sa compagne, Ran. Ran possédait un filet, un immense filet qu'elle jetait, racontait-on, sur les navires et sur les hommes tombés à l'eau, pour les attirer vers le fond et les retenir dans son royaume englouti. Se noyer, pour ces marins, c'était tomber dans le filet de Ran, être pris par elle et emporté dans sa demeure sous les vagues. Cette image était si présente dans leur esprit que certains, dit-on, emportaient avec eux un peu d'or quand ils prenaient la mer, afin que, s'ils venaient à se noyer, ils pussent se présenter dignement dans la demeure de Ran, et y être bien accueillis. Songe à cela, à ces hommes glissant une pièce d'or dans leurs vêtements avant le départ, non par cupidité, mais pour préparer leur entrée dans la mort, au cas où la mer les prendrait. C'est dire à quel point cette mort par l'eau leur était familière, presque apprivoisée, intégrée à leur manière même de vivre et de partir. On racontait aussi qu'Aïgir et Ran avaient des filles, et que ces filles étaient les vagues elles-mêmes, ces 9 vagues qui roulent sur la mer, chacune avec son nom, son humeur, son visage. Quand tu regardes la houle se lever et déferler autour du navire, songe à cette ancienne manière de la voir, non comme un phénomène aveugle, mais comme un peuple de filles de la mer, tantôt joueuses, tantôt furieuses, qui dansent autour des coques et dont l'humeur décide du sort des marins. Il y a quelque chose de juste, au fond, dans cette façon d'imaginer la mer, car celui qui passe sa vie sur l'eau finit par lui prêter un caractère, une volonté, des colères et des douceurs, et par lui parler comme une présence vivante. La mer n'était pas, pour ces marins, une chose. Elle était quelqu'un, une puissance immense avec qui il fallait composer, qu'on flattait, qu'on redoutait, et à qui l'on confiait sa vie chaque fois qu'on larguait les amarres. Quant à ce destin auquel il croyait, on disait qu'il était tissé par 3 figures puissantes, 3 fileuses qui, au pied du grand arbre soutenant le monde, filaient le sort de chaque vie comme on file un fil de laine, fixant pour chacun le moment de sa naissance et celui de sa fin. Ce fil, une fois filé, nul ne pouvait le rompre ni le rallonger. Cette image du destin filé d'avance traversait toute leur manière de penser et de vivre. Elle ne les rendait pas résignés, mais au contraire étrangement légers face au danger, car ils estimaient que la peur ne changeait rien à ce qui était écrit. Ce qui restait en leur pouvoir, en revanche, c'était la manière de vivre le temps qui leur était imparti, la manière de faire face, de tenir parole, d'agir avec courage et droiture. On ne choisissait pas la longueur de son fil, mais on choisissait la façon de le dérouler, et c'est sur cette façon, disait-il, que se mesurait la valeur d'un homme. Songe à ce que cette croyance pouvait apporter à celui qui prenait la mer. Là où tu pourrais trembler en pensant aux 1000 façons dont l'océan peut te perdre, le marin de ce temps se disait que rien de tout cela ne dépendait de son tremblement, et qu'il valait mieux employer son énergie à ramer juste, à écoper sans relâche, à tenir bon, qu'à se ronger de craintes inutiles. Cette paix devant le sort, cette acceptation tranquille de ce qu'on ne peut changer, jointe à l'effort acharné sur ce qu'on peut encore maîtriser, faisait toute la force de ces gens. Et il y a, dans cette sagesse ancienne, quelque chose qui peut apaiser toi aussi, cette nuit. Ce qui doit arriver arrivera, et le reste du temps, mieux vaut le passer en paix, à se laisser porter, qu'à se tourmenter de ce qui ne dépend pas de nous. Et par-dessus tout cela planait une croyance plus profonde encore, qui colorait toute leur existence, celle du destin. Ces hommes du Nord croyaient que la durée de chaque vie était fixée d'avance, filée par des puissances qui tissaient le sort de chacun, et que nul ne pouvait ni hâter ni retarder lors de sa mort. Cette croyance, loin de les paralyser, les rendait étrangement libres et hardis. Puisque le jour de ta mort est déjà fixé, disait-il en substance, à quoi bon trembler? Si ton heure n'est pas venue, la mer ne te prendra pas, quoi que tu fasses,
et si elle est venue, aucune prudence ne te sauvera. Mieux vaut donc agir avec courage, affronter la tempête le front haut, et mériter qu'on se souvienne de toi. Cette pensée, que l'on retrouve dans les sagas, ces longs récits où l'on raconte les hauts faits des anciens, donnait à ces marins une audace que la peur n'entamait pas, et leur permettait de lancer leurs navires fragiles vers des horizons d'où beaucoup ne revenaient pas, sans que cette certitude les retînt jamais au port. Reviens maintenant à toi, sur le pont de ce navire, au cœur de la nuit. Le jour s'est éteint depuis longtemps, la terre a disparu de tous côtés, et tu navigues sur l'océan ouvert, sous un ciel où les étoiles, par endroits, percent les nuages. Le vent s'est apaisé un peu, la houle est devenue régulière, et le navire monte et descend dans un mouvement ample et lent, presque tendre, qui n'a plus rien de menaçant. Autour de toi, l'équipage repose, sinon ceux qui tiennent le quart, et tu entends leur souffle mêlé au murmure de l'eau le long de la coque. Quelqu'un veille à la barre, l'œil sur les étoiles et sur la forme des vagues, gardant le cap dans cette obscurité où il faut en savoir lire pour ne pas se perdre. Et toi, enveloppé dans ta peau de bête, le dos contre le bois, tu te laisses porter, et la fatigue du voyage descend en toi comme une marée tranquille. Il y a, dans cette navigation nocturne, un savoir de plus que tu n'as pas encore goûté, celui des étoiles. Quand le ciel se dégage, la nuit, le marin y retrouve des repères aussi sûrs que ceux du jour. Il connaît l'étoile qui, dans ses latitudes du nord, se tient presque immobile pendant que toutes les autres tournent autour d'elle, et qui marque ainsi la direction du nord avec une constance précieuse. En la gardant à sa droite, ou devant lui, ou derrière, selon sa route, il maintient son cap dans l'obscurité. Il connaît aussi les grandes figures que dessinent les étoiles, ces ensembles que l'œil rassemble et auxquels chaque peuple a donné des noms et des récits, et il les voit se lever et se coucher en leur saison, marquant le passage des heures et des mois. Pour lui, le ciel n'est pas un désordre de points lumineux, mais une grande horloge et une grande carte tout ensemble, qu'il a appris à lire dès l'enfance, et qui le guide quand la terre a disparu et que la mer n'est plus qu'une étendue noire sous les astres. Imagine alors ce qu'est une nuit de quart sur ce navire. Pendant que les autres dorment, tu veilles, debout près du barreur, l'œil sur le ciel et sur les vagues. Le froid te tient éveillé, le vent murmure dans la voile, et au-dessus de toi tourne sans bruit l'immense roue des étoiles. Tu suis du regard l'étoile fixe du nord, tu surveilles la forme de la houle, tu écoutes le navire qui parle dans son bois, et tu te sens, pour ces quelques heures, le gardien de tous ceux qui reposent. C'est une charge grave et belle. Le sort du navire, le temps de ta veille, repose un peu entre tes mains, et tu comprends, dans ce silence peuplé d'étoiles, pourquoi ces hommes parlaient de la mer comme d'une présence, et du ciel comme d'un guide. Il n'y a, dans ces heures, ni passé ni avenir, seulement la nuit, l'eau, et la lente rotation des astres au-dessus du mât. Songe, dans ce bercement, à tout ce qui t'entoure et qui te dépasse. Sous cette mince épaisseur de bois, l'océan s'étend, noir et profond. Le même océan que ces marins traversaient il y a environ 1000 ans, le même sel, le même froid, la même houle qui venait du fond de l'horizon. Et au-dessus de toi, les mêmes étoiles qui guidaient ces hommes, qui leur disaient le nord et le sud, qui veillaient sur leur nuit comme elles veillent sur la tienne. Entre eux et toi, il y a tout ce temps écoulé, ces siècles empilés les uns sur les autres, et pourtant, cette nuit, sur cette mer, tu te sens étrangement proche d'eux, accordé au même rythme, baigné dans le même grand silence troué de bruit d'eau. Ils ont regardé ces mêmes constellations en se demandant s'ils reverraient leur rivage, et tu les regardes à ton tour, à l'abri du sommeil qui vient. Pense à ces hommes et à ces femmes que la mer a pris, et qui ne sont jamais revenus. Ils ne sont pas perdus tout à fait, car leur audace a ouvert des routes, relié des terres, porté la connaissance d'un rivage à l'autre, et leurs traces demeurent, dans la tourbe d'un campement lointain, dans le bois d'un navire enfoui, dans les récits que d'autres ont gardés et transmis. Tout voyage comporte sa part de ceux qui ne reviennent pas, et c'est peut-être cela qui rend le retour si précieux, et le départ si grave. Ceux qui sont partis sur ces navires le savaient mieux que personne, et c'est pour cela qu'ils prenaient la mer le cœur ferme, sachant ce qu'ils risquaient, et le risquant tout de même, parce que par-delà l'horizon il y avait des terres à trouver, des biens à échanger, une vie à conquérir, et la chance de devenir quelqu'un dont on raconterait l'histoire. Pense aussi à tout ce que ces voyages ont laissé derrière eux, et qui durent encore. Les terres qu'ils ont peuplées sont toujours habitées par les descendants de ces colons. Les mots de leur langue se sont mêlés à bien d'autres et survivent, sans qu'on le sache toujours, dans les parlers d'aujourd'hui. Les récits qu'ils ont gardés,
Ces sagamises par écrit dans des fermes lointaines, se lisent encore, et c'est par elles que leur monde nous parle, par-dessus tant de siècles. Et leurs navires eux-mêmes nous reviennent, parfois, tirés de la terre ou de la vase où ils dormaient, retrouvés dans des tombes où on les avait enfouis avec leurs morts, ou reposant au fond d'un port ancien. Quand on dégage l'un de ces navires et qu'on le voit reparaître, avec sa longue quille, ses bordées qui se chevauchent, ses rangées de rivets, c'est tout un monde qui ressurgit, et l'on touche, du bout des doigts, le bois même que des mains ont façonné il y a 1000 ans pour défier l'océan. Et il y a, dans cette pensée, quelque chose de paisible plutôt que de triste. La mer a continué de battre les mêmes rivages, longtemps après que ses marins se sont tus. Leurs navires ont pourri ou se sont enfoncés dans la vase, leurs noms se sont perdus pour la plupart, mais l'océan, lui, est resté, fidèle à lui-même, montant et descendant comme il monte et descend sous toi cette nuit. Il y a une grande paix à se sentir un instant relié à cette longue chaîne de marins, de voyageurs, de tous ceux qui, depuis que le monde est monde, ont confié leur vie à un peu de bois et au savoir des étoiles. Tu es, cette nuit, l'un d'eux, le temps d'un rêve, bercé par la même ancienne. Le navire poursuit sa route dans l'obscurité, sans hâte, porté par une houle qui le berce d'un bord sur l'autre, et tu sens le sommeil monter en toi comme l'eau monte sans bruit au fond de la coque. Il n'y a plus rien à faire, plus rien à craindre, cette nuit. Le cap est tenu, les veilleurs veillent, et la mer, pour l'heure, est clémente. Laisse le bercement t'emporter comme il emportait ces marins fatigués après une longue journée de rame et d'embrun, quand venait enfin leur tour de repos et qu'ils se glissaient dans leur sac de peau au fond du navire, confiants dans la nuit et dans ceux qui veillaient. Demain, peut-être, une terre paraîtra à l'horizon, une ligne basse et verte ou la blancheur lointaine d'une côte, et l'équipage poussera ce cri qui récompense toutes les peines du voyage. Ou bien la mer s'étendra encore, vide et grise, et il faudra reprendre les rames, écoper de nouveau, lire encore le soleil et les oiseaux, et faire confiance au savoir patient de ceux qui mènent le navire. Mais cela, c'est l'affaire de demain. Cette nuit, il n'y a que la houle, le bois qui craque en sourdine, le souffle de l'équipage endormi, et le grand ciel d'étoiles qui tourne sans bruit au-dessus du mât. Il y a une étrange consolation à se savoir si petit sur une si grande mer. Le marin, sur sa coque de bois, n'est presque rien face à l'immensité de l'océan, et pourtant c'est en acceptant cette petitesse, en s'accordant aux forces qui le dépassent plutôt qu'en prétendant les vaincre, qu'il traverse et qu'il survit. Il ne lutte pas contre la houle, il la suit. Il ne défie pas le vent, il l'épouse. Il ne nie pas le danger, il le regarde en face et avance quand même. Il y a là une sagesse que la mer enseigne à qui la fréquente longtemps, et qui peut accompagner cette nuit jusque dans le sommeil. Tu n'as pas à tout maîtriser, tu n'as pas à tout porter. Il suffit, parfois, de se laisser porter, de faire confiance au mouvement qui te berce, de relâcher la prise et de te confier à plus vaste que toi, comme ces marins se confiaient à la mer et aux étoiles. Et pense, une dernière fois, à la longue chaîne du temps qui te relie à eux. 1000 ans nous séparent de ces marins, 1000 hivers, 1000 étés, d'innombrables vies qui se sont succédées entre eux et toi. Et pourtant la mer qu'ils ont traversée est la même qui roule encore aujourd'hui, le même sel, la même houle venue du fond de l'horizon, le même grand souffle qui ne s'arrête jamais. Les empires se sont élevés et défaits, les langues ont changé, les navires sont devenus de fer et de feu, mais l'océan, lui, n'a pas vieilli d'un jour. Il porte aujourd'hui les bateaux des hommes comme il portait les leurs, indifférents et fidèles, et il portera encore ceux qui viendront longtemps après nous. Il y a, dans cette permanence de la mer sous le défilé des hommes, quelque chose d'infiniment apaisant, le sentiment d'appartenir à une histoire bien plus longue que la nôtre, et d'y tenir notre place, brève et précieuse, le temps d'un passage. Laisse-toi descendre dans ce repos, comme le navire descend le long du flanc d'une vague, sans crainte, sachant qu'il remontera de l'autre côté. Tu es porté. Tu es à l'abri, autant qu'on peut l'être sur la mer, entouré de ce savoir ancien et de ce bois patient qui a déjà traversé tant de nuits. L'océan veille à sa manière, immense et calme sous les étoiles, et le temps lui-même semble suspendu dans ce balancement sans fin. Il n'y a plus que cela, le bercement, le murmure de l'eau, et la paix profonde de ceux qui se laissent porter par plus grand qu'eux. Repose-toi, voyageur d'une nuit, sur cette mer ancienne où tant d'autres avant toi ont confié leur sommeil aux étoiles. Que la houle te berce, que le bois te porte, et que les veilleurs gardent ton cap pendant que tu dors. La terre viendra en son temps, ou ne viendra pas,
Et de toute façon ce n'est pas cette nuit qu'il faut s'en soucier. Cette nuit, il n'y a qu'à se laisser aller au mouvement de l'eau, à s'abandonner au grand large, et à glisser, en douceur, dans le sommeil profond de ceux qui ont pris la mer et qui se reposent enfin. Bonne nuit.